is an absolute dream match. Chuck E. Cheese. À la fin de l'année 2023, l'AEW connaît sa pire période depuis sa création. En soi, rien d'alarmant, chaque compagnie de catch doit passer par là. Disons que le premier règne de champion de MJF, encore aujourd'hui plus long règne de l'histoire de la compagnie, ne s'est pas déroulé comme prévu. Entre booking douteux et blessure d'Adam Cole, le public se désinvestit du produit et les audiences baissent. Malgré un très bon all-out en septembre 2023, les faits sont là, l'AEW est en baisse et les débordements de CM Punk au cours de l'année et son renvoi après All-In ne facilitent pas les choses et n'améliorent pas l'image de l'entreprise. Samoa Joe détrône MJF aux portes de 2024 et la nouvelle année peut espérer tout relancer pour la promotion. Le 3 mars à Révolution, Sting clôt son immense carrière aux côtés de Darby Allin. Tous les deux parviennent à remporter les titres par équipe dans un main event d'anthologie. Départ en retraite oblige, Darby ne peut pas être champion par équipe en restant tout seul, les titres sont donc rendus vacants. Bryan Danielson a entamé son farewell tour nommé le Final Countdown, Will Ospreay assure sa place dans les nouvelles têtes d'affiche de la compagnie, Toni Storm renforce son nouveau personnage, bref, cette année 2024 commence bien, un nouveau cycle débute, il ne reste plus qu'une chose, confirmer. Nouvelle année, nouveau cycle, nouveau show, le 21 avril aura lieu Dynasty, première édition, à Saint-Louis, dans le Missouri. Sur le papier, bien que particulièrement alléchante pour quelques matchs, la carte n'est pas non plus exceptionnelle, mais comme d'habitude dans le catch, l'histoire s'écrit dans le ring. En fin d'année 2023, un tournoi fait son apparition, le Continental Classic. À la clé, un nouveau titre, le Continental Championship. Mais ce n'est pas tout. Afin d'élire le premier représentant officiel de l'AEW, la ROH et la NJPW combinés, le vainqueur remportera également les titres ROH et Strong Openweight de la NJPW, détenus tous les deux par Eddie Kingston. Et c'est ce dernier qui arrivera au bout et est officiellement déclaré champion de la triple couronne. Mais le 20 mars, un mois avant Dynasty, alors que Kingston défend uniquement le titre continental à Dynamite, Kazuchika Okada, fraîchement débarqué, le détrône et débute un règne de terreur. C'est Pac, membre du Blackpool Combat Club, qui se tiendra face à lui pour sa première défense dans le Missouri. 21 minutes. 21 minutes de catch. Pas d'histoire, pas de fioriture, simplement un des plus grands talents de l'histoire du catch indépendant face à un des plus grands talents de l'histoire. Aucune surprise, pas de suspense, simplement une ouverture de show avec ce qu'il se fait de mieux dans un ring. Du catch. Okada contre le Black Arrow, les genoux en plein dans la face, Hypemaker, 1, 2, 3. Voici les débuts d'un règne de 647 jours, la ceinture à la taille d'un des plus gros faces du catch japonais, devenu le méchant une fois passé le Pacifique. Avant de devenir un des favoris des fans ainsi qu'un symbole de contestation, Brody King était un bras droit, celui de Malakai Black. Buddy Matthews et lui faisaient tout leur possible pour propulser l'ancienne star de NXT au sommet de la compagnie. La House of Black, clan de tous les dangers, s'imposait de plus en plus au sein de l'AEW. Mais 3 stars, 3 héros, certains couronnés, d'autres non, avaient choisi de se dresser contre eux. Mark Briscoe, Eddie Kingston et Adam Copeland. Mais Malakai est fort, très fort. Il aveugle le vétéran et le couche d'un Black Mass hasardeux. Ces deux hommes se reverront un mois plus tard, mais malheureusement, une blessure à la jambe de Copeland et un départ de Malakai auront raison d'une suite et surtout d'une fin à cette histoire. 12 titres, 2946 jours de règne combiné, une domination sans pareil avec la ceinture TBS, 584 jours, le deuxième plus long règne de l'histoire d'AEW, le plus long pour ce titre. Tout ça devait bien commencer quelque part. Julia Hart, membre de la House of Black et championne TBS, défend son titre face à Willow Nightingale. 6 minutes de match, pas grand chose à dire de plus si ce n'est l'après-match. Willow remporte le titre, se fait rejoindre par son ami Chris Statlander quand la musique de la CEO retentit. Pas de parole, pas de tenue de combat, simplement un avertissement. Dans un mois à Double or Nothing, Monet gagnera la ceinture et ne la lâchera pas avant décembre 2025 face à cette même Willow, qui, en attendant, va devoir assumer la trahison de son ami de toujours. The Kingdom, The Undisputed Kingdom,
Ce qui doit vous rappeler quelques souvenirs compte dans ses rangs Roderick Strong, champion international, défend son titre contre un de ses anciens compagnons de route, Kyle O'Reilly. Lettre d'amour au catch indépendant américain des années 2000, Kyle, ayant refusé de se plier au royaume incontesté, doit faire ses preuves. Travail au sol et catch technique, ces deux-là se connaissent très bien, ces deux-là rappellent au monde qu'ils font partie des meilleurs. Mais le champion a décidé de prendre son temps et de faire payer son vieil ami. Strong est fort, trop fort pour O'Reilly. Il conserve son titre et se fait rejoindre par le reste du clan. Adam Cole se lève du fauteuil roulant et tous viennent célébrer. On en restera là, pour le moment. Vous savez, j'adore Chris Jericho. Notamment pour sa capacité à se réinventer encore et encore pour durer dans le temps, mais je dois bien avouer qu'en 2024, cette version du vieux Lionheart et de l'arbre de l'apprentissage est vraiment une de ses pires versions à mes yeux. Mixer ça à une histoire autour du titre FTW, titre non officiel des années 90, et au fils de Taz, Hook, beau gosse, thème d'entrée très cool, dans le ring, c'est autre chose. Et si Jericho nous laissera un héritage quasi infini, il faut bien le dire, chez AEW, tous les catcheurs qu'il a tenté de mettre en avant, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Quoi qu'il en soit, nous voilà dans un FTW Rules, pas de disqualification. Le match paraît long, et si Hook n'est pas au niveau et Jericho fatigue avec sa cinquantaine entamée, les bumps qu'il prend lors du match sont bien l'unique intérêt. Des souplesses à l'extérieur, des passages à travers des tables, il faut le reconnaître, s'il vieillit comme nous tous, Jericho se donne encore à fond. Et au bout, c'est lui qui remporte le match, au terme d'une histoire oubliable et oubliée. Le 16 mars 2022, Thunder Rosa détrône Britt Baker et devient championne du monde pour la première fois. Sur sa lancée, c'est malheureusement une blessure au dos qui aura raison de son règne qui s'arrête brusquement après 172 jours. Un an et demi plus tard, alors que Toni Storm a laissé le métal des années 80 au vestiaire pour le grand Hollywood après s'être retournée contre les fans, elle a remporté son 3e titre mondial à Full Gear en battant Hikaru Shida. Rosa, elle, est catégorique, elle n'a jamais perdu le titre. Elle a été contrainte de le rendre, mais n'a pas été battue entre ses cordes, et il est temps de reprendre son dû et de devenir une championne intemporelle. Mais accompagnée du fidèle Luther et de sa disciple Maria May, la championne ne l'entend pas. Rosa sera réduite au silence. Dans sa 4e défense, la championne impose un rythme, un personnage, une nouvelle image pour la division féminine. Ce match est la confirmation que Toni, en plus d'être importante, est désormais la figure du renouveau de la division. Une victoire plus tard, si des doutes subsistaient quant au booking féminin, Toni les balayera et s'en suivra une des plus belles histoires du catch américain. N'avez-vous jamais rêvé d'un match entre deux géants du catch ? Seth Rollins contre Shawn Michaels, CM Punk contre Randy Savage, Akira Hokuto contre Io Shirai, Will Ospreay contre Bryan Danielson. Will, tout juste arrivé officiellement dans le roster AEW, Bryan en plein final countdown avant une retraite amplement méritée, le meilleur catcheur du monde face au meilleur du 21e siècle. Et pour citer Justin Roberts, ça, c'est un absolu dream match. Vous pouvez lire un recueil de Verlaine, regarder un chef-d'œuvre de Sergio Leone, écouter un album de John Cale, jouer à un jeu d'Hidetaka Miyazaki, ou regarder un match de Will Ospreay et Bryan Danielson. 32 minutes d'ode au catch. Poésie lyrique accompagnée des chants d'une foule brûlante, témoin de l'histoire et de la grandeur du moment. Parfois, je me dis que les affiches de rêve ne peuvent être que décevantes. Nourries par notre imagination et la puissance des émotions que nous procurent deux lutteurs individuellement. Là, à Saint-Louis, avec un Bryan Danielson en fin de carrière et un Will Ospreay au sommet, comment faire mieux ? Faire moins aurait été prévisible. Comment faire mieux que ça ? Démonstration technique et échange irréel, rien que les deux hommes face à face dans un des plus grands matchs de l'histoire de la discipline. Et pour certains sceptiques du fond de la salle souhaitant leur part de storytelling, Bryan Danielson prenant sa retraite à cause d'une nuque fragilisée par 20 ans de catch, Will le fracasse d'Hidden Blade. La dernière, elle, sera fatale. Ospreay repart avec la victoire, Bryan souffre au sol. Ultime babyface, l'anglais traumatisé de son coup et craignant de détruire d'autres carrières, prend la décision de ne plus utiliser l'Hidden Blade, son coup le plus fort. Cette décision lui coûtera le titre 2 mois plus tard, et c'est un certain MJF tant insupportable qu'il l'obligera à dégainer sa lame cachée à nouveau.
Au début de cette histoire, je vous ai parlé de la retraite de Sting à Révolution. Les titres par équipe remis vacants, un tournoi fut organisé pour élire les nouveaux champions. Et à l'époque, chez AEW, les deux meilleurs, c'est FTR et les Young Bucks. Ça n'a pas spécialement changé. Quoi qu'il en soit, la finale est logique. Les Bucks, vice-présidents exécutifs, ont l'opportunité de reprendre ces ceintures qu'ils avaient perdues un mois plus tôt. FTR, eux, favoris des fans à cette époque, ont l'occasion de devenir champions par équipe pour la 3e fois. Match de l'échelle, histoire que ce soit encore plus fun, ces deux équipes se connaissent très bien, il est recensé 5 affrontements en 2v2, tous d'une grande qualité. Bien que je pense que leur meilleur est le dernier en date, celui de Révolution 2026, celui de Dynasty n'a pas non plus à rougir. Les Bucks au prime de leur run de heal, combinaison, spot, violence, tout y est. Peu friands de catch par équipe, ces 4-là savent comment me parler, à chaque fois. 20 minutes de kiff positionnés entre l'ultime match de rêve et un main event historique, il y avait un statut à tenir et c'est chose faite. En août 2023, Jack Perry et CM Punk s'embrouillent, une confrontation physique aura lieu dans les vestiaires, Punk se fera virer, Perry suspendu. Le moment était venu, Dax Harwood est en haut de l'échelle, un homme masqué surgit et le fait tomber. La sécurité le saisit, le démasque, le bouc émissaire, Jack Perry est de retour et vient aider les EVP. Nick Jackson grimpe, décroche les 2 ceintures et l'élite se renforce. Sting est parti, Perry est revenu, rien ne pourra les arrêter. Vous aimez les belles histoires ? Je suppose que vous avez tous entendu parler ou même vu la rivalité entre Adam Page et Swerve Strickland. Swerve, détestable, qui poussera Page à bout au point qu'il se retournera contre les fans et pètera les plombs, obnubilé par Strickland. Ce dernier, lui, était si bon dans sa proposition, si fort dans le ring et en dehors, que les fans l'ont accepté. Un face turn organique, la meilleure chose qu'il soit, quand un catcheur censé être heel est si doué dans sa proposition que les fans l'adorent. Strickland écarte Page, bat tout sur son passage et se dresse au sommet de la division masculine, à une marche d'être champion du monde. Celui qui tient le titre, Samoa Joe, est expérimenté, fort et sans pitié. Cette histoire, ce n'est pas celle d'une simple prise de titre. Cette histoire, c'est la rédemption d'un homme d'abord détesté qui aura raison de l'amour du public par son talent et sa détermination. Un homme à l'origine de la plus grande histoire de la décennie qui part désormais pour écrire la sienne. Un homme qui prend conscience de ses responsabilités, renverser la force dominante pour s'inscrire comme le représentant d'un nouveau cycle. Et dans le catch, on aime les symboles. Swerve, rejeté de la plus grande entreprise, a l'occasion d'être le visage de la première alternative. Afro-américain, il ne cache pas son ambition de prendre le titre pour être le premier champion noir de l'histoire d'AEW. Et quand on parle de symbole, le match se déroule à Saint-Louis, dans le Missouri. État au passé ségrégationniste, divisant les quartiers noirs des quartiers blancs par un boulevard, demandez à Bill Russell ce que c'est d'être noir dans les rues de Saint-Louis il y a plusieurs décennies. Marquer l'histoire, c'est la mission de Swerve Strickland, celle de la compagnie, celle de la division masculine, celle des catcheurs afro-américains, celle de toute une ville au passé trouble. Cette montée en puissance du Challenger est une des plus grandes choses que j'ai vues cette décennie. En l'espace d'1 an, il a su inscrire son nom dans les stars du catch mondial, une entreprise qui lui fait confiance et un talent indéniable mixé à une envie sans faille d'atteindre les sommets. Saint-Louis, l'AEW, c'est chez lui. L'entrée se fera en Black Panther. Ce match, c'est ma toute première vidéo en tant que cassette catch. C'est l'avènement d'un de mes catcheurs préférés de tous les temps, c'est la confirmation que Strickland est un visage à retenir, celui d'un top lutteur. Un Swerve tombe plus tard et le monde change de main. Saint-Louis jubile et nous aussi. Et comme dit Mark Henry, Swerve n'est pas champion parce qu'il est noir, il est champion parce que c'est un des meilleurs. Et à quel point ? Au point d'être celui qui affrontera Bryan Danielson dans le show le plus important de l'année. L'AEW, c'est chez qui ? Chez Swerve.